Comment éviter de nouvelles vagues épidémiques sans restreindre ni les libertés publiques ni l'activité sociale? Comment faire en sorte que les universités ainsi que les autres lieux publics ne participent pas à la circulation du virus? Nous examinons ici l'état des connaissances sur les voies de contamination pour formuler des préconisations à mettre en œuvre de toute urgence. Le coronavirus se transmet principalement par voie respiratoire, directement ou après dépôt sur les mains. Une personne atteinte du Covid est symptomatique, émet en toussant des gouttelettes de salive entre 50 microns et 1 mm, chargées en virus. Les porteurs symptomatiques ou asymptomatiques émettent aussi des gouttes porteuses de particules virales en parlant ou simplement en respirant. Ces gouttes sont de beaucoup plus petite taille, entre la centaine de nanomètres, ce qui correspond à la taille du virus, et 5 microns. Ces deux types de gouttelettes ont des comportements hydrodynamiques différents. Les grosses gouttelettes produites par la toux retombent sur le sol après un vol de l'ordre du mètre. Lorsqu'on les respire, elles se déposent du fait de leur inertie sur les parois des voies respiratoires. Les petites gouttelettes produites par la toux, par la parole, par le chant ou par la respiration ont en revanche une faible inertie et suivent l'écoulement de l'air. En conséquence, elles peuvent rester suspendues en aérosol, entraînées par les mouvements turbulents de l'air. Lorsqu'on les respire, elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires. Seules des gouttelettes de petite taille peuvent ainsi aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Une dizaine d'études de cas ont montré des contaminations par voie aérosol. Cela a été confirmé par des études sur des modèles animaux. On estime maintenant que 50% au moins des contaminations sont dues aux porteurs asymptomatiques, ce qui implique des gouttes transportées en aérosol. Du reste, 4 personnes sur 5 se montrent incapables de savoir précisément dans quelles circonstances elles ont été contaminées. Pour ouvrir les universités sans en faire des lieux de contamination, la sécurisation doit d'abord porter sur les repas, pendant lesquels on enlève nécessairement le masque et où l'on parle. Les lieux de restauration collective et les cafétérias doivent être fermés temporairement, au profit de prises de repas légers en extérieur, sous des préaux ou sous des toiles tendues. Les toilettes présentent également des risques à limiter du fait de la présence du virus dans les excréments. Tirer la chasse sans fermer la cuvette produit en effet une aérosolisation intense et c'est l'un des endroits où la contamination par le contact des mains avec le virus, puis avec le visage, est le plus fréquent. Beaucoup ont le réflexe d'enlever le masque, comme pour une pause en extérieur. Les toilettes des universités sont généralement mal aérées et peu nettoyées. Il faut y remédier et effectuer un nettoyage plusieurs fois par jour. Les personnels et les étudiants doivent être masqués en permanence dans tous les bâtiments des universités. Les masques n'ont pas le même degré de protection vis-à-vis des deux types de gouttelettes. Les plus grosses gouttelettes émises par la toux sont arrêtées par tous les types de masques. Au contraire, les petites gouttes peuvent passer entre les fibres d'un masque en suivant les filets d'air. Ainsi, les masques en tissu laissent passer un tiers des gouttes de 1 micron. Les masques chirurgicaux, 4%, et les masques FFP2 médicaux ou non, moins de 2%. Ces chiffres sont ceux de masques bien plaqués au visage. Un masque chirurgical présentant des fuites autour du nez ou sur les joues n'a bien sûr pas cette capacité d'interception, mais se rapproche d'un masque en tissu. Les salles de cours et les amphithéâtres posent un problème particulier, puisque la technocratie universitaire nie la possibilité même que le coronavirus puisse s'y transmettre, et de ce fait, n'a déployé aucun moyen permettant de quantifier les taux de transmission. Pour cette raison, mais aussi pour casser les chaînes épidémiques, il est primordial de tester massivement les personnels et les étudiants sur les campus par des tests individuels ou collectifs. Dans la mesure où personne ne dispose de preuves d'une absence de transmission à l'université, les raisonnements généraux sur la transmission par aérosol doivent l'emporter. Il faut sécuriser les lieux collectifs. Cela commence par l'achat en masse de masques FFP2 non médicaux, à peine plus chers que les masques chirurgicaux et bien plus protecteurs. Ils sont faciles à recycler et à reconditionner par différentes méthodes permettant de supprimer le virus. Il faut donc former étudiants et personnel au nettoyage des masques. L'installation de purificateurs rapides à UVC dans les locaux universitaires pourrait compléter ce dispositif. Il faut ensuite caractériser le niveau de ventilation de toutes les salles, à partir de mesures du taux de gaz carbonique en occupation normale. Le CO2,
comme les gouttelettes aéroportées, est émis pendant la respiration. On peut donc mesurer le volume d'air expiré par des personnes dans une pièce par l'écart entre le taux de CO2 dans la pièce et le taux usuel de CO2 dans l'atmosphère, 400 ppm. ppm signifie partie par million. 400 ppm de CO2 correspondent à une concentration de 400 molécules de CO2 pour 1 million de molécules d'air. La concentration en CO2 est donc proportionnelle à la concentration en particules virales si un porteur asymptomatique se trouve dans la salle. Or, la probabilité d'être infecté par voie aérosol croît avec la concentration en particules virales et avec la durée d'exposition. Le taux de transmission du virus sera donc d'autant plus faible que le taux de CO2 reste proche de la valeur extérieure. La ventilation, qu'elle soit mécanique par des VMC ou naturelle par des fenêtres, remplace l'air vicié par de l'air frais. L'enregistrement du taux de CO2 pendant les cours permet donc de quantifier le niveau de transmission par voie aérosol. Il doit être généralisé pour avoir en quelques jours une cartographie complète du niveau de ventilation de toutes les salles. Améliorer la ventilation en réglant les VMC par l'ouverture de portes ou par l'ouverture périodique de fenêtres permet en pratique d'abaisser significativement le taux de CO2 et donc la transmission aéroportée. Ainsi, si un amphithéâtre monte à 1400 ppm de CO2, ce qui est fréquent, et qu'on parvient à l'abaisser à 600 ppm, ce qui est relativement facile, on divise par 5 au moins le taux de transmission. Insistons sur le fait que les normes de ventilation ont été édictées dans le Code du travail pour éviter d'être incommodés par de fortes odeurs corporelles. Ces normes ne correspondent en aucun cas à l'exigence de réduction de la transmission par voie aérosol. Enfin, si la ventilation est déficiente, des purificateurs d'air à filtrer pas doivent être installés. En substance, il s'agit de faire circuler l'air intérieur au travers de filtres au moyen de petits ventilateurs silencieux. Les filtres EPA, d'usage courant dans les transports collectifs comme dans le bâtiment, fonctionnent exactement comme un masque. Des modèles peu coûteux à assembler ont été conçus à Yale, à Harvard et par l'Institut Max Planck. Les filtres EPA doivent être entretenus et ne doivent pas rester plusieurs semaines sans être utilisés, faute de quoi ils peuvent avoir des émissions problématiques. Les coûts de ces mesures sont modiques. 2 € pour produire les 10 masques FFP2 nécessaires à une personne pour 2 mois. Un peu moins de 100 € pour un capteur enregistreur de CO2. 200 € pour un purificateur d'air et une cinquantaine d'euros pour équiper une place d'un aspirateur viral dans un lieu de restauration collectif. L'Allemagne a débloqué 500 millions d'euros pour améliorer la ventilation des lieux publics. Il est temps que l'État investisse ici aussi pour notre avenir.